Bienvenue au cours d'administration et de création d'une PME. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect assez spécial, c'est le recrutement de personnel. Au cours du dernier module, on a considéré le fait qu'une entreprise ne peut pas recruter tout son personnel d'entrée de jeu, enfin au premier jour. Donc, il faut qu'il y ait une planification des ressources humaines de l'entreprise. Comme on l'avait dit la dernière fois, vous pouvez avoir un plan pour le premier jour de lancement. Combien de gens est-ce que vous aurez dans l'entreprise? Première année, deuxième année, troisième année, cinquième année, dépendamment de l'envergure et la durée de votre plan. Mais les ressources humaines, ça se planifie. Et il existe un ensemble de critères que nous avons considérés la dernière fois par rapport aux ressources humaines que vous voulez recruter. Et si vous vous souvenez bien, on a parlé de ces trois catégories, de ces trois domaines, de ces trois fonctions clés au sein d'une entreprise où il vous faut du personnel. C'est le marketing, c'est la finance et c'est au niveau de la production et opération. En principe, ces trois fonctions sont déterminantes dans toute entreprise. Donc, le marketing doit communiquer avec la production parce que c'est le marketing qui est en contact avec les clients pour savoir ce que veulent les clients. C'est la production qui doit s'assurer de pouvoir faire fabriquer ce que veut le client. Et c'est à la finale de s'assurer que les coûts de fabrication sont corrects et les revenus qui seront dégagés de cette activité de production en fonction des objectifs de marché établis avec le marketing. Donc, autant d'informations extrêmement importantes à considérer au niveau du recrutement de personnel dans une entreprise. Donc, aujourd'hui, la première question qu'on va considérer, c'est quand est-ce qu'il faut recruter? Donc, il nous faut nécessairement faire quelques réflexions au préalable pour pouvoir répondre à cette question. Premièrement, le volume d'activité justifie-t-il un engagement? C'est-à-dire que est-ce que vous avez un ensemble d'activités au sein de l'entreprise qui nécessitent du personnel? C'est-à-dire, est-ce que le personnel actuel travaille à plein rendement? Est-ce que le personnel actuel peut délivrer le meilleur de lui-même? Maintenant, si vous constatez effectivement que le personnel est quelque part essoufflé, que le personnel ne peut pas délivrer, que le personnel n'a pas assez de temps, et donc là, cela peut justifier un personnel additionnel. Mais dans la mesure où vous n'avez pas fait cette évaluation au préalable, ça ne vaut pas la peine pour vous de recruter du personnel additionnel. Pourquoi? Parce que l'activité ne justifie pas l'engagement. Deuxièmement, l'équipe actuelle est-elle vraiment au complet? Et donc, c'est à vous de savoir, partant des trois grandes fonctions dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir la fonction marketing, à savoir la fonction de communication, à savoir la fonction marketing, la fonction de gestion des opérations, la fonction au niveau de la finance, est-ce que votre équipe est au complet considérant ces trois fonctions? Donc, en principe, une entreprise qui démarre, vous pouvez ne pas avoir un département marketing, un département des opérations et un département finance, mais quand même, il vous faut avoir du personnel et considérant ces trois entités, ces trois fonctions au niveau de l'entreprise. Maintenant, dépendamment du volume d'activité que vous avez, comme je disais tout à l'heure, est-ce que ce volume d'activité réparti entre une équipe, est-ce que cela justifie l'embauche? C'est-à-dire, est-ce que votre équipe est au complet? Si l'équipe est au complet, donc ça ne vaut pas la peine de recruter. Parce qu'en principe, quand on parle de petites et moyennes entreprises, on parle souvent du potentiel et que possède la petite et moyenne entreprise pour générer de la richesse et de générer de l'emploi. Mais quand vous faites une entreprise, vous ne faites pas l'entreprise uniquement pour créer de l'emploi. Ce n'est pas l'objectif principal d'une entreprise. L'objectif principal d'une entreprise, c'est de résoudre un problème et réaliser un profit ce faisant. Mais l'objectif n'est pas de créer de l'emploi. Vous pouvez avoir une entreprise qui a 4 employés, mais cependant l'entreprise réalise un volume d'activité, un volume d'opérations. L'entreprise peut réaliser un impact assez significatif. Ce n'est pas le nombre d'employés qui détermine l'impact, mais c'est la vision que vous avez déjà au niveau de l'entreprise et la façon dont vous travaillez pour articuler ou bien pour implémenter cette vision-là. Donc, il importe pour vous de déterminer est-ce que votre équipe est au complet, est-ce que cette équipe n'est pas complète pour justifier l'ajout de personnel. De combien de mois l'apport de travail supplémentaire du nouveau collaborateur permettra-t-il de couvrir son coût?
N'oubliez pas, à chaque fois que vous recrutez du personnel, vous ajoutez au coût fixe de l'entreprise. Or, les entrepreneurs n'aiment pas les coûts fixes. Parce qu'un coût fixe, c'est quoi? Un coût fixe, c'est un coût qui ne varie pas, que vous vendiez ou pas, que vous produisiez ou pas. Ça ne varie pas. Donc, c'est un coût qui demeure. Donc, pour l'employé que vous avez, que vous vendez ou que ne vous vendez pas, vous devez à l'employé son salaire. Le salaire devient un coût fixe. Vous devez à l'employé des avantages sociaux. Les avantages sociaux deviennent des coûts fixes. Maintenant, quand vous recrutez quelqu'un, il vous faut pouvoir anticiper quand est-ce que l'apport de travail de cette personne supplémentaire va permettre de couvrir son coût, parce que cette personne a un coût. Il ne s'agit pas tout simplement d'aimer voir beaucoup de monde à l'intérieur de l'entreprise pour savoir que vous dirigez une grosse boîte. L'idée, c'est de savoir que chaque personne apporte une valeur au sein de l'entreprise et que cette valeur vous coûte quelque chose et cette valeur doit être rentable quelque part. Donc, il faut qu'il y ait une certaine analyse de coût-rentabilité, coût-efficacité au niveau de ce qu'apporte un employé au sein de l'entreprise, ce qui devrait justifier le recrutement ou pas. Maintenant, dans l'intervalle, disposez-vous suffisamment de réserves pour le payer. Maintenant, si la réponse à la question précédente, c'est que, en fait, disons que c'est à partir de la 6e mois ou à partir du 12e mois que vous serez en mesure que l'apport de cet employé sera en mesure de couvrir ses coûts. Maintenant, dans l'intervalle, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez un cash flow? Est-ce que vous avez une trésorerie qui vous permet de le faire? C'est quoi votre niveau de fonds de roulement? Est-ce que votre fonds de roulement vous permet de supporter ce poste pendant que ce poste ne peut pas générer des revenus pour l'entreprise? Et donc là, si vous réalisez que vous avez assez de cash flow pour couvrir les frais de ce personnel pendant que le personnel n'arrive pas à générer ce revenu ou que l'entreprise n'arrive pas à générer des profits, donc dans ce contexte, il faut repenser votre stratégie au terme de recrutement du personnel. Parce que tout ce qui fait dans l'entreprise est de nature stratégique. Il n'y a aucune décision que vous allez prendre sur une base émotionnelle. Il n'y a aucune décision que vous allez prendre tout simplement pour impressionner des gens. Les décisions au sein d'une entreprise, ce sont des décisions stratégiques. Et c'est pourquoi on dit souvent, on recrute aujourd'hui, mais c'est pour demain. Donc, tout est question de stratégie et particulièrement le recrutement. Et en matière de recrutement, on dit toujours qu'il faut avoir la bonne personne à la place qu'il faut, au moment qu'il faut. Si vous avez la bonne personne qui ne soit pas à la place qu'il faut et qui ne sait pas le moment qu'il fallait, donc certainement, vous n'allez pas avoir votre retour sur investissement pour ce personnel dans lequel vous investissez. Donc, il importe pour vous d'avoir un plan, d'avoir une stratégie en matière de gestion des ressources humaines et que cette stratégie soit étudiée pour savoir effectivement est-ce que c'est le meilleur moment d'embaucher et si c'est le meilleur moment, qui est-ce que vous devez embaucher, quel est le profil de ces gens, quelles sont les fonctions que ces gens vont occuper, à partir de quel moment ces gens vont pouvoir générer des ressources financières pour l'entreprise. Et donc, d'où la nécessité au niveau du recrutement, la première chose à considérer, c'est le profil des premières personnes à engager. Donc, dans ce contexte, il faut définir le profil, c'est-à-dire pour réaliser X, Y, Z activité, il faut que cette personne dispose de X, Y, Z qualité ou qualification. Et ces qualifications doivent évoluer avec le profil de l'entreprise. Parce que quand vous commencez l'entreprise maintenant, vous devez vous assurer effectivement que cette entreprise, que l'employé que vous recrutez, c'est quelqu'un qui va pouvoir continuer avec l'entreprise, qui va pouvoir évoluer avec l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important de considérer cette réalité. Parce que quand vous avez quelqu'un dans l'entreprise et que l'entreprise évolue, mais cette personne n'arrive pas à évoluer avec l'entreprise, c'est un handicap. Vous pouvez toujours vous défaire de cette personne, mais vous allez vous défaire de quelqu'un qui a déjà maîtrisé un métier, qui connaît l'entreprise, qui est déjà familier avec les autres employés de l'entreprise par rapport à un personnel nouveau que vous allez recruter. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt, on recrute aujourd'hui, mais pour demain. C'est-à-dire déjà dans le processus de recrutement, il faut s'assurer que le personnel qui est choisi ou qui sera choisi, c'est un personnel qui va pouvoir évoluer avec le plan de croissance de l'entreprise. Si vous avez un plan d'affaires
et que dans ce plan d'affaires, vous vous dites que voici les marchés sur lesquels vous allez travailler à partir de la deuxième, à partir de la troisième année. Si vous considérez des marchés assez sophistiqués, est-ce que vous avez le niveau de personnel qui est en mesure de travailler sur ces marchés? Et comme vous allez recruter ces gens aujourd'hui pour quelque chose qui va se faire demain, il faut que vous vous assuriez que ces gens sont en mesure d'évoluer avec l'entreprise. Donc, cet effort de réflexion, il faut le faire. Donc, où est-ce que vous voyez l'entreprise dans 3 ans? Ça, c'est la question qui amène, qui facilite la réflexion. Où est-ce que vous voyez l'entreprise dans 3 ans? Sur quel marché? Est-ce que l'entreprise va continuer à travailler sur les mêmes marchés actuels ou est-ce que l'entreprise va évoluer sur d'autres marchés? Il faut se poser ces questions. Avec quels produits? Est-ce que les produits vont évoluer? Les lignes de produits que vous avez maintenant, est-ce que c'est la même ligne de produits que vous allez considérer d'ici 3, d'ici 5 ans? Et donc, quelle équipe? Quelles sont les qualifications, quelles sont les compétences que ce personnel doit pouvoir disposer pour effectivement implémenter le plan d'affaires qui stipule que dans 3 ans, vous serez sur tel marché, vous allez développer telle ligne de produits. Donc, il vous faut, dans le processus de recrutement, ne pas regarder la tâche actuelle, de ne pas regarder uniquement le quotidien, de ne pas regarder uniquement le besoin. Le besoin est là, le besoin de personnel, et ce besoin doit être satisfait. Mais en travaillant vers la satisfaction de ce besoin, vous devez avoir une perspective long terme. Donc, vous agissez dans le court terme avec une perspective dans le long terme. Certainement, vous n'allez pas recruter quelqu'un qui ne soit pas en mesure de travailler dans l'entreprise présentement. Vous n'allez pas recruter quelqu'un qui va pouvoir évoluer avec l'entreprise, mais qui présentement ne peut pas délivrer. Donc, il vous faut quelqu'un qui soit en mesure de délivrer la marchandise maintenant. Mais cette personne doit pouvoir aussi évoluer avec l'entreprise en fonction de sa vision et en fonction de son plan. Et vous-même, comment est-ce que vous fonctionnez? Donc là, il faut savoir qui est-ce que vous êtes par rapport à la façon dont vous allez recruter ce personnel. Êtes-vous un entrepreneur technicien, un gestionnaire, un vendeur, un organisateur? Parce que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont de très bons techniciens et qui se retrouvent dans l'entrepreneuriat. Donc, ce sont des gens qui aiment, si vous voulez, aiment le status quo, aiment le quotidien, aiment la gestion des détails, mais qui ont des difficultés à articuler une vision. Maintenant, si vous êtes dans cette situation et que vous recrutez du personnel, assurez-vous de recruter quelqu'un qui peut voir le big picture. Parce que si vous avez des difficultés à voir ce big picture, il faut avoir quelqu'un dans votre équipe qui puisse le faire. Et si vous êtes un entrepreneur visionnaire, c'est-à-dire que vous développez des visions, vous avez une vision dans 20 ans, voici ce que vous allez faire, voici les marchés que vous allez conquérir, etc. C'est très bien. Mais est-ce que vous êtes un gestionnaire? Est-ce que vous pouvez faire atterrir cette vision? Est-ce que vous pouvez briser cette vision en objectif et mettre en place un plan d'action et implémenter les activités en rapport au plan d'action? Est-ce que vous avez cette capacité? Si vous n'avez pas la capacité de le faire, il vous faut dans votre équipe avoir quelqu'un avec cette faculté-là. Donc, non seulement vous recrutez par rapport aux besoins futurs, mais vous recrutez aussi par rapport à votre profil à vous. Donc, en fonction de vos talents, en fonction de vos dons, en fonction de vos capacités, vous recrutez. Parce que n'oubliez pas, la personne que vous recrutez, c'est une aide. La personne que vous recrutez doit pouvoir vous suppléer. La personne que vous recrutez doit pouvoir être complémentaire par rapport à ce que vous savez faire. Mais si vous voulez recruter des gens qui savent faire exactement ce que vous faites, des gens qui peuvent évoluer exactement dans ce que vous pouvez évoluer, à quoi bon les recruter? Mieux faut faire le travail par vous-même. Et il y a aussi des gens qui ont peur de recruter des gens qui sont plus intelligents qu'eux. Je pense qu'il y a beaucoup à gagner de recruter des gens qui sont plus intelligents que nous. Parce que là, on peut bénéficier de leur expertise, on peut bénéficier de leur sagesse, on peut bénéficier de leurs compétences. Mais si vous voulez recruter uniquement des gens qui sont moins compétents que vous, des gens qui n'ont aucun savoir-faire, tout simplement pour que vous puissiez les manipuler, donc l'entreprise ne va pas atteindre ses objectifs. Donc, vous recrutez effectivement, mais en tenant compte de qui vous êtes, non seulement aussi en tenant compte des besoins. Dans quel domaine de la gestion apportez-vous plus de valeur ajoutée? Ça, il faut le connaître. C'est-à-dire, il faut regarder l'entreprise, regarder les différentes fonctions de l'entreprise, marketing, gestion des opérations et de la production et finance. Dans quel domaine est-ce que vous ajoutez beaucoup plus de valeur? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est orienté client? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est orienté détail, orienté production? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime les chiffres?
Donc là, il faut savoir quelle est la valeur ajoutée que vous apportez vous-même personnellement à l'entreprise avant de savoir quel type de valeur vous souhaitez que le nouvel employé apporte au sein de l'entreprise. Donc, il importe de vous poser ces questions quand vous avancez dans le processus de recrutement. Où se situent vos forces et où se situent vos limites? Beaucoup connaissent leurs forces, mais pas leurs limites. Or, quand vous recrutez des gens, vous devez recruter des gens qui peuvent suppléer à vos faiblesses, des gens qui peuvent complémenter là où vous êtes faible. Donc, c'est pourquoi il importe pour vous, dans ce processus de recrutement, de faire une introspection, de savoir qui est-ce que... Alors là, je suis en train de parler pour une petite et moyenne entreprise. Je ne suis pas en train de parler d'une grande entreprise et qui dispose d'un département de ressources humaines. Et c'est ce département de ressources humaines qui a 10-15 employés qui va s'assurer du recrutement au sein de l'entreprise. Je ne parle pas de cette catégorie d'entreprise-là. Je suis en train de parler d'une entreprise qui est en démarrage. Je suis en train de parler d'une entreprise qui est en lancement. Et cette entreprise en lancement doit faire des choix. Et des choix au niveau du recrutement du personnel, et ces choix doivent tenir compte de la réalité de l'entrepreneur qui embauche. C'est-à-dire quelles sont les forces de cet entrepreneur, quelles sont les limites de cet entrepreneur, et il va recruter par rapport à cela. Autre chose, c'est qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous démotive. Donc, vous devez nécessairement avoir à l'esprit certains facteurs des gens qui vous motivent. Par exemple, si vous savez qu'il y a des gens qui, d'une certaine manière, en fait, on va dire des gens qui sont conflictuels, par exemple. Et ce sont des gens, quand vous êtes en face de ces gens-là, vous êtes démotivés. Donc, dans le processus de recrutement, je pense qu'il faut poser certaines questions pour savoir est-ce que la personne que vous allez recruter est de cette nature. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui vous motive. Parce que vous recrutez. Parce que l'idée d'avoir un environnement de travail sain, c'est quelque chose qui aussi peut motiver. Parce que si vous avez un environnement de travail qui se veut toxique, avec des employés qui n'ont aucun respect, qui ont des comportements et qui ne sont pas admissibles au sein d'une entreprise, nécessairement, ça va affecter toute l'entreprise. Donc, dans ce contexte, il vous faut en tenir compte dans le processus de recrutement. Et c'est pourquoi le recrutement se planifie. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous recrutez. Il y a même des entreprises qui font passer aux candidats des tests de personnalité pour savoir est-ce que leur personnalité correspond à la personnalité de la personne qui embauche ou à la personnalité même, ou si vous voulez, à la façon, aux valeurs de l'entreprise. Donc, ce sont des questions qui sont importantes et qu'il convient de se poser dans ce contexte. Avec quelle personne travaillez-vous bien le mieux ou le moins bien? Donc, ça, c'est une question pertinente. Parce qu'il ne faut pas prétendre qu'on travaille bien avec tout le monde. Il ne faut pas prétendre qu'avec tout le monde, c'est le kumbaya, tout va bien, ça marche comme sur des roulettes, ce n'est pas vrai. Tel n'est pas le cas. Il y a des gens avec lesquels vous êtes beaucoup plus à l'aise, il y a d'autres personnes avec lesquelles vous êtes moins à l'aise. Maintenant, si vous allez recruter des gens avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, en fait, dites-moi comment est-ce que vous allez pouvoir être productif avec ces gens-là. D'où la nécessité de ces tests de personnalité dont je parlais. Donc, il est important pour vous d'avoir tout cela à l'esprit quand vous recrutez du personnel. Et j'ai ces questions en vue, c'est tout simplement pour vous montrer que le recrutement, c'est quelque chose qui se planifie. Donc, le recrutement, ça demande une stratégie. Le recrutement fait partie de la stratégie de l'entreprise. Quelles sont vos connaissances et vos compétences et vos valeurs? Donc, autant de questions qu'il vous faut poser. Non seulement vous allez poser ces questions aux gens que vous allez recruter, mais il faut poser ces questions par rapport à vous personnellement. Quel est votre niveau de connaissance par rapport à ce que l'entreprise veut réaliser? Quelles sont les compétences pour faire atterrir cela et quelles sont vos valeurs? Et ici, quand je parle de valeurs, je parle de non négociables. Je parle de standards, je parle de principes que vous avez au niveau de votre mode de fonctionnement. Est-ce que les gens que vous allez avoir vont pouvoir fonctionner à partir de ces valeurs? Parce que si les gens ne peuvent pas opérer avec ces valeurs, il y a un problème. Parce que ces valeurs, ce sont des valeurs corporatives dans l'entreprise qui déterminent la façon dont nous travaillons. Et si vous voulez, c'est la méthode, c'est la façon dont l'entreprise opère. Donc, il importe que ces valeurs soient en principe des valeurs partagées par l'ensemble, sinon la totalité des employés qui travaillent dans l'entreprise. Recruter du personnel aussi et suppose des réflexions additionnelles. Avant même d'entamer des recherches, il importe de bien définir ce que vous cherchez et quelles sont les connaissances que la personne doit posséder en termes de qualité. Est-ce que la personne doit parler l'anglais? Est-ce que la personne doit parler l'espagnol? Quelles sont les techniques particulières qu'il faut?
Donc, il faut déterminer les qualifications parce que c'est à partir des qualifications aussi que vous allez pouvoir faire votre screening. Parce que si vous ne présentez pas les qualités, certainement, vous allez avoir un nombre assez significatif de CV ou de résumés et que vous allez devoir screener pour savoir où trouver la personne qu'il faut. Mais plus vous avez des qualités, plus vous limitez, plus vous établissez des qualités, certaines qualifications, plus vous limitez le nombre de CV que vous allez recevoir. Et même cela, vous allez voir des gens qui vont quand même tenter leur chance. Des gens qui n'ont pas les qualités qu'il faut, mais qui se disent, bon, je vais voir si je ne serai pas retenu. Donc, c'est comme des gens qui jouent à la loterie. Donc, ils n'ont pas les qualités, mais ils postulent quand même. Donc, c'est à vous de définir ces choses. Vous définissez les qualités, vous définissez les compétences que les gens doivent posséder, et qu'il s'agit des compétences au niveau communication orale et communication écrite, des compétences en gestion financière, si c'est quelqu'un qui va travailler dans la finance, des compétences en gestion de stock, si c'est quelqu'un qui va travailler au niveau de la gestion des opérations et des connaissances en matière de gestion d'une base de clients, si c'est quelqu'un qui va travailler dans la finance. Donc, comme vous voyez, ces trois fonctions reviennent parce que ce sont ces trois fonctions qui représentent l'épine dorsale de l'entreprise. Le marketing, la production et la finance. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas nécessaire que ce soit des départements, dépendamment si vous démarrez l'entreprise maintenant. Bon, dépendamment, vous pouvez démarrer l'entreprise avec une certaine taille. L'entreprise, vous pouvez la démarrer en taille moyenne. Donc, dans ce contexte, vous avez des différents départements. Mais si vous dérapez l'entreprise dans un format petite entreprise, comme on dit, petite et moyenne entreprise, donc dans ce contexte, ça peut être des gens qui occupent ces fonctions. Donc, au lieu que vous ayez un département de finances avec un directeur financier, vous démarrez l'entreprise tout bonnement avec un comptable. Et au fur et à mesure que vous avez un volume d'activité, vous recrutez un comptable assistant. Maintenant, au fur et à mesure que les activités continuent d'avancer, le comptable assistant peut devenir le comptable et l'autre comptable peut devenir comptable en chef ou directeur financier, tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait une croissance. Et là, je pense que ça joue aussi sur la motivation de l'employé, de savoir qu'au niveau de l'entreprise, il y a un plan de croissance pour lui. Il y a un plan de développement pour lui. S'il va rentrer dans l'entreprise après 5 ans, il espère être promu à X, Y, Z poste. Parce que là, il aura développé des compétences dans ce contexte-là. Donc, je pense que c'est autant de choses qu'il est important pour vous de considérer dans le processus de recrutement. Non seulement il y a les connaissances, il y a les compétences, mais il y a aussi les comportements. Et là, je dois vous dire que c'est carrément essentiel parce que les connaissances peuvent être acquises, les compétences peuvent être développées, mais quand il s'agit des attitudes, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a des gens qui sont compétents, il y a des gens qui sont forts, mais qui n'ont pas l'attitude qu'il faut pour travailler en entreprise. Et c'est pourquoi souvent, enfin, ce n'est pas souvent, c'est pourquoi il est recommandé d'avoir une période de probation, période de stage, pour pouvoir suivre la personne. Effectivement, le CV et le résumé présente les compétences, les connaissances, mais cependant, le résumé ne présente pas les comportements. Les comportements, c'est au pied du mur qu'on va voir la personne pour savoir est-ce que c'est quelqu'un qui a les valeurs qui peuvent l'aider à fonctionner dans l'entreprise. Est-ce que la personne a les comportements qu'il faut? Et maintenant, c'est à vous de planifier ces comportements. Quels sont les comportements que vous espérez? Quand je parle de comportement, je parle d'attitude ici. Je parle de ce qui est répétitif. Je parle de certaines choses que nous faisons sans savoir pourquoi. Je parle de ce qui est naturel à nous. Et comme je l'ai dit, ce qui est naturel, on ne le jette pas à la fenêtre. Et donc, c'est pourquoi il y a des patrons, quand ils recrutent, ils insistent beaucoup plus sur l'attitude que sur la compétence. Parce que pour eux, ils peuvent entraîner la personne à devenir compétente. Pour eux, ils peuvent entraîner la personne, qu'il s'agisse sur le tas ou qu'il s'agisse de formation en dehors de l'entreprise ou qu'il s'agisse de coaching, tout ce que vous voulez. Ils peuvent accompagner quelqu'un à développer ses compétences. Mais pour ceux qu'il s'agit des attitudes, si l'attitude est négative, l'attitude peut être toxique pour l'entreprise. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui se plaint à longueur de journée, si vous avez quelqu'un qui n'aime pas ou qui ne sait pas prendre des initiatives, si vous avez quelqu'un qui a peur de faire des erreurs, si vous avez quelqu'un qui ne sait pas prendre des décisions, ah là, vous avez des problèmes.
Parce qu'il existe des comportements, dépendamment du secteur d'activité, dépendamment de l'entreprise, il y a des comportements qui sont suggérés, il y a d'autres comportements qui sont prohibés parce que ces comportements, si vous voulez, ne peuvent pas induire l'entreprise là où elle veut se rendre. Et ici, j'ai noté quelques comportements comme la serviabilité, le fait d'avoir un esprit de service, un leadership serviteur, esprit orienté solution. Il y a des gens il y a des entreprises où, par exemple, si vous travaillez dans l'informatique, par exemple, et certainement, il faut avoir quelqu'un qui est orienté solution. Et soit pour faire un troubleshoot, soit pour adresser un bug ou je ne sais pas. Et il y a des entreprises où l'autonomie, c'est important. Cette capacité de prendre des initiatives, cette capacité de prendre des décisions, cette capacité de faire certaines choses, c'est important. Le reporting régulier et spontané, donc autant de choses que nous considérons au niveau de la gestion des ressources humaines. Maintenant, je vais aborder avec vous une autre section qui concerne la gestion des risques. Cependant, avant de rentrer dans cette question, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai développé au niveau de la politique de recrutement, je vous invite à les noter et pour pouvoir poser vos questions plus tard. Maintenant, gestion des risques. Ça, c'est important. Toute entreprise doit faire face aux risques qu'elle encourt elle-même, mais aussi aux risques qu'elle fait courir à des tiers. Et ici, nous avons deux catégories de risques pour une entreprise. L'entreprise prend des risques et l'entreprise fait courir des risques à des gens. Et donc là, il importe pour l'entreprise de bien maîtriser c'est quoi le risque et de savoir, entre autres, comment le risque doit être adressé. Et c'est pourquoi ici, je voudrais commencer par distinguer deux types de risques auxquels l'entreprise peut faire face. Et souvent, on parle de risque spéculatif et de risque pur. Et l'entreprise doit avoir une certaine stratégie, ou une stratégie certaine, si vous voulez, pour adresser chaque catégorie de risque en présence. Maintenant, parlant de risque, regardons les contraintes auxquelles vous pouvez faire face. Des contraintes, par exemple, et qui peuvent aussi représenter des risques. Ici, quand je parle de contraintes, je parle de risques d'entrée de jeu. Des contraintes, par exemple, des activités liées aux activités d'approvisionnement. Donc, vous avez des problèmes dans ce contexte. Vous avez des risques liés à des difficultés de recrutement du personnel, du fait du degré d'expertise exigé. Cette expertise n'est pas toujours disponible au niveau local. Maintenant, qu'allez-vous faire? Il vous faut avancer, vous ne pouvez pas trouver ce personnel. Qu'allez-vous faire? L'obligation de consentir des délais de paiement importants. Par exemple, vous pouvez être dans un secteur d'activité où il faut accorder un crédit fournisseur de 45 jours parce que c'est la norme, un crédit fournisseur de 30 jours, un crédit fournisseur de 15 jours. Maintenant, est-ce que vous avez un cash flow qui vous permet de vous soutenir pendant que vous accordez ce crédit? Donc là, ce sont des questions qui sont importantes pour vous de pouvoir vous poser pour vous assurer que vous avez une stratégie de gestion des risques qui répond justement à cette réalité auquel vous faites face. Autre question, vous devez prévoir, par exemple, si vous avez des difficultés d'approvisionnement, comme stratégie de gestion des risques, ce serait de prévoir et de constituer des stocks importants parce que cela peut vous permettre de gérer vos difficultés en matière d'approvisionnement. Par exemple, quand vous avez des difficultés de recruter du personnel compétent, comme stratégie de réduction de risque, c'est tenir compte du facteur temps et le coût à consacrer à la mise en place de votre équipe. Donc, ça fait aussi partie de votre stratégie. Mais pour ce qu'il s'agit des délais de paiement importants que vous avez, vous devez nécessairement planifier une trésorerie substantielle qui vous permet de faire face à vos obligations en attendant. Donc là, ce sont des stratégies pour pouvoir gérer les risques internes. Donc, comme je l'ai dit au début, vous avez deux catégories de risques. Vous avez des risques spéculatifs. Ce sont des risques que vous pouvez anticiper de par votre connaissance de votre secteur d'activité. Vous pouvez dire que voici ce que vous anticipez, voici ce que vous prévoyez. Mais il y a des risques purs. Les risques purs, ce sont les risques inhérents au métier. Par exemple, si vous êtes dans la production, si vous êtes dans la construction, il y a des risques inhérents au métier et qui demandent aux gens qui travaillent dans les usines de pouvoir porter des équipements de protection, parce qu'il existe des risques purs ou des risques inhérents au métier ou à la pratique dans ce secteur d'activité.
Donc, autant de choses dont il convient de tenir compte dans la gestion de l'entreprise. D'une manière générale, d'une manière spécifique, si vous voulez, les risques auxquels une entreprise doit faire face peuvent relever du domaine de la finance, par exemple. S'il y a une hausse au niveau des taux d'intérêt qui sont pratiqués sur le marché. Donc là, vous avez prêté de l'argent à un taux, on va dire 13%, et ce taux maintenant passe à 18%. Ah là, c'est un risque, parce que c'était un risque qui n'était pas prévu dans votre cash flow. Vous ne pouviez pas anticiper que les taux d'intérêt allaient grimper de cette manière. Mais cependant, il vous faut pallier, il vous faut agir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, dans la mesure où c'est un risque spéculatif, et ce n'est pas un risque pur, comme je l'ai présenté tout à l'heure, il convient pour vous de décider sur votre stratégie et pour agir dans ce contexte. Autre chose que vous devez considérer, c'est autre chose qu'il convient de considérer ici, c'est des risques liés à la variation des prix des matières premières. Maintenant, si vous avez des matières premières dont les prix varient, certainement, ça va avoir des répercussions sur le prix de vente. Donc, il vous faut prendre en compte cette réalité. Et ça, c'est la même chose pour les risques au niveau des risques de change. Donc, ce sont des choses que vous considérez, ce sont des choses que vous prenez en compte dans votre stratégie de gestion des risques liés au taux de change, particulièrement quand vous avez une situation où le dollar ou la gourde, et la gourde s'apprécie, le dollar s'apprécie ou déprécie, et ça crée des fluctuations, ça crée des tensions au sein de l'entreprise, dans la mesure où vous avez des fournisseurs que vous payez en dollars et vous vendez en gourde ou vice-versa. Donc là, cela peut engendrer des réalités pour lesquelles il vous faut nécessairement en tenir compte dans votre planification. Et il y a aussi des risques liés à la production. Par exemple, des risques qui sont liés aux fournisseurs. Par exemple, les fournisseurs n'arrivent pas à délivrer la qualité qu'il convient au moment qu'il convient. Là, ce sont des risques importants dont il faut en tenir compte. Par exemple, vous avez des risques liés à la vente, des risques liés des risques de crédit, par exemple. Vous vendez en crédit et la personne ne paie pas. Donc là, il faut prévoir qu'est-ce que vous allez faire dans ce contexte de gestion des risques liés aux produits. Et dans le sens qu'il y a des défauts de qualité ou mauvaise utilisation de vos produits. Par exemple, vous vendez un produit et il n'y a pas eu un service avant-vente correct pour expliquer comment le produit fonctionne et vous avez un certain nombre de produits qu'on vous retourne. Et il faut rembourser ou il faut réparer. Ce sont des risques qu'il faut anticiper. Vous avez aussi des risques liés au transport. C'est-à-dire pour acheminer votre produit, qu'il s'agisse pour acheminer les matières premières vers l'entreprise ou qu'il s'agisse d'acheminer les produits finis vers le client, il y a des risques qui sont liés au transport dont il faut en tenir compte. Ensuite, il y a d'autres risques, des risques de fraude au niveau interne, des risques de détournement, des risques de vol et que vous devez considérer au niveau de la production. Maintenant, l'idée d'avoir ces différentes catégories de risques, ça vous permet de pouvoir anticiper. Et ici, je parle particulièrement des risques spéculatifs. Les risques spéculatifs, n'oubliez pas, ce sont des risques qui ne sont pas inhérents à l'activité, mais des risques que vous pouvez éventuellement faire face, qui vous demandent de pouvoir anticiper afin d'avoir une politique de gestion des risques qui vaille. Donc, dans ce contexte, vous anticipez les risques qui sont liés aux fournisseurs, des risques liés à la vente, des risques liés aux produits, des risques liés au transport, des risques liés à la fraude et au détournement. Vous avez d'autres catégories de risques, des risques liés à l'environnement, parce que l'entreprise n'évolue pas en autarcie, l'entreprise fait partie d'un secteur d'activité, et tout ce qui se passe dans le secteur d'activité a des répercussions ou aura des répercussions sur l'entreprise. Donc, l'entreprise doit nécessairement tenir compte de la réalité au niveau de son secteur.
Et là, je veux parler des risques au niveau environnement légal et administratif. Par exemple, si vous avez un décret, si vous avez une régulation, une nouvelle régulation du gouvernement et qui va affecter l'entreprise, vous devez pouvoir savoir comment est-ce que vous allez gérer cette réalité. C'est un risque, ça fait partie de l'environnement légal de l'entreprise. Des risques sociaux, par exemple, déplacement de population. Et si vous avez une population qui laisse une zone et que vous avez une entreprise dans la zone, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Soit que vous délocalisez l'entreprise aussi, soit que vous changez de métier, soit que vous vendez autre chose. Donc là, ce sont des risques qu'il convient de gérer, risques liés à l'environnement. Par exemple, des risques liés aux cyclones, des risques liés aux tempêtes et des risques liés aux tremblements de terre. Ce sont des risques, bon, malheureusement, qu'on ne peut pas prévoir. Mais cependant, il faut tenir compte que, par exemple, si on vit sur une île et qu'on sait que sur une île, il y a une saison cyclonique, il faut en tenir compte. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas prévoir un tremblement de terre, mais il y a des catastrophes naturelles qu'on peut toujours prévoir. Maintenant, enfin, sur une certaine base historique. Maintenant, si on sait que ce sont des choses qui peuvent arriver, il faut en tenir compte. Risque lié à l'environnement politique. En période électorale, il y a toujours des troubles. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire avec des manifestations où les gens brisent les fenêtres? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez placer votre entreprise dans une situation où est-ce que vous allez mettre des pare-brises qui ne peuvent pas être brisés, des pare-brises avec une certaine protection? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais alors, ici, comme nous sommes au niveau des risques spéculatifs, nous sommes en train de regarder tout ce qui est possible. Souvenez-vous, récemment, on a parlé de la loi de Murphy. Et tout ce qui peut mal tourner, tournera mal au moment où on s'attend le moins. Donc, on essaie d'anticiper tout cela. Les risques liés à l'économique. On a parlé du risque de taux de change tout à l'heure. On a parlé des taux d'intérêt qui peuvent augmenter sur un marché. Donc, ce sont des risques liés à l'économie. Il y a aussi des risques liés à la concurrence, dans le sens que un certain concurrent ou les concurrents décident de s'aligner. Les concurrents décident de se mettre en association et comme ça, ils fixent les prix sur le terrain et vous ne faites pas partie de l'association. Ou vous êtes dans une situation, vous êtes dans un environnement qui est dominé par des monopoles, par des oligopoles. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire dans ce contexte? Donc là, autant de risques qu'il convient pour vous de prévoir au niveau de votre gestion. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes pour nous de considérer. Mais autre chose que je voudrais considérer avec vous dans cette partie, c'est la phase de lancement de l'entreprise. Mais je m'arrête là 1 minute pour m'assurer que tout est compris et que si vous avez des questions, peut-être que c'est le moment de les noter. Et avant qu'on passe à cette phase qui est la phase de lancement et pour parler des questions logistiques. Au niveau logistique, au niveau lancement, choisir l'emplacement et le local, on en a parlé la dernière fois. On avait dit que l'emplacement d'une entreprise est déterminant. Si c'est une entreprise de production, il faut placer l'entreprise à côté des matières premières. Si c'est une entreprise de service, il faut localiser l'entreprise à côté des clients. Donc, il y a une stratégie, il y a une réflexion qu'il faut faire quand on choisit l'emplacement et le local d'une entreprise. Établir les premiers documents commerciaux que vous allez, papier en tête et enveloppe et logo de l'entreprise, des brochures, des pamphlets, tout ce que vous voulez à titre de documents commerciaux pour l'entreprise. Recruter du personnel, on en a parlé. Ici, là, ce que je présente, c'est tout ce que vous allez considérer dans votre calendrier de lancement. Donc, vous avez un calendrier pour dire voici ce que l'entreprise va faire pour implémenter son plan d'affaires. Et donc, voici les jalons que vous considérez. Vous choisissez l'emplacement et le local, vous établissez les documents commerciaux, vous recrutez du personnel, vous procédez aux achats d'équipements, vous faites la gestion des risques. C'est un peu une récapitulation de ce que nous avions vu la dernière fois. Vous constituez un niveau de stock minimum pour pouvoir lancer les activités. Donc, vous avez un plan de trésorerie qui est établi, dont nous allons parler tout à l'heure, et concevoir et mettre en place des actions de communication. Ici, je parle de marketing et publicité que vous allez mettre en place pour vous assurer que, effectivement, on est en connaissance de ce que vous faites, les clients savent ce que vous vendez et ils sont intéressés à passer à l'acte d'achat. Et après, vous mettez en place votre système de gestion. Donc, autant de points qu'il est important pour nous de considérer
au niveau de la phase de lancement de l'entreprise, qui est une phase extrêmement cruciale. Maintenant, nous allons passer à la phase d'application. Si vous avez bien compris tout ce qui a été dit jusqu'à présent, et c'est le moment pour vous d'élaborer la deuxième partie de votre plan d'affaires. N'oubliez pas, la première partie du plan était focalisée sur le marketing. C'est dans cette partie que vous devriez définir votre politique de produit, votre politique de prix, votre politique de promotion, votre politique de distribution. Donc, tout ce qui concerne le marché, parce que vous produisez pour un marché. Dans la politique de produit, vous déterminez c'est quoi le produit et sur quel marché sera vendu ce produit, à quel prix, comment vous allez communiquer avec les clients ou acheteurs potentiels et comment vous allez distribuer. Maintenant, dans cette application, c'est le plan de gestion. Et dans le plan de gestion, vous allez dire comment est-ce que vous allez vous organiser pour effectivement créer l'entreprise. N'oubliez pas, un plan d'affaires, c'est une combinaison de 3 plans. Un plan de marketing, un plan de gestion, un plan financier. N'oubliez pas, dans le plan de gestion, c'est là que vous décidez du statut juridique de l'entreprise. Est-ce que vous allez créer seul ou est-ce que vous allez créer avec plusieurs? Si vous allez créer une société, quel type de société? Est-ce que ce sera une société anonyme, une société en commandite, une société en non collectif? Maintenant, pour ce qu'il s'agit du personnel que vous allez recruter, quel personnel est-ce que vous allez recruter? Pourquoi? En fonction de quel plan? Comment est-ce que ce personnel va évaluer? Quels sont les gens que vous aurez à la première année, à la deuxième, à la troisième année? Comment est-ce que vous allez gérer les risques au niveau de l'entreprise? Nous avons parlé des risques qui sont liés à l'activité même, dans le sens que ce sont des risques purs, et aussi il y a des risques spéculatifs dont il faut prévoir. Des risques spéculatifs liés à la finance, liés à la production, liés à l'environnement. Des choses que vous devez nécessairement en tenir compte pour faire une gestion appropriée de la réalité de l'entreprise. Et en passant par tout ce qui doit être mis en place pour assurer le lancement de l'entreprise. Maintenant, avec cette information dont vous disposez, je vous invite à développer la deuxième partie de votre plan d'affaires qui concerne le plan d'opération et de gestion. Si vous avez des questions, je suis disposé à les recevoir. Merci.